Comme beaucoup de ceux à qui cela est arrivé, je n'aurais jamais pensé que cela m'arriverait. Mais nous y voilà. Sarah et moi nous sommes rencontrés au cours de sa première année d'université. Nous vivions dans le même bâtiment et nous nous sommes rencontrés. Plus tard, nous avons découvert que nous vivions à 2 villes l'une de l'autre. Alors, quand nous rentrions à la maison, je l'emmenais avec moi. Cela n'ajoutait qu'une vingtaine de minutes au trajet. Ce n'était donc pas très important. Après plusieurs voyages et du temps passé ensemble à l'école, nous avons commencé à sortir ensemble. J'ai une famille dont je suis très proche, et elle aussi, alors nous avons immédiatement informé nos familles respectives. J'avais déjà rencontré la sienne plusieurs fois lorsque je la laissais à la maison. Mais cela n'avait jamais été plus qu'une simple salutation et un échange de politesse. Nos deux familles se sont accueillies à bras ouverts et notre relation s'est développée. J'avais 1 an d'avance sur elle. Alors, quand j'ai obtenu mon diplôme, je suis rentrée à la maison où l'on m'a offert un bon emploi, avec un bon salaire. Je lui rendais visite à l'école chaque fois que je le pouvais, et lorsqu'elle rentrait à la maison, nous prenions toujours le temps d'être ensemble. Après avoir obtenu son diplôme, elle a emménagé avec moi, car nous travaillions toutes les deux dans la ville près de laquelle nous avons grandi. De plus, elle s'est vue offrir un poste dans l'entreprise où elle travaille aujourd'hui, avec un excellent salaire. Après environ 3 ans de vie commune, je l'ai demandée en mariage, et depuis lors, nous préparons notre mariage. Passons maintenant à la partie que vous êtes tous en train de lire. Le jour où j'ai appris la nouvelle, c'était un jour comme les autres. Sarah était en congé le jeudi. Elle avait donc préparé le petit déjeuner pour nous deux. Quand je suis partie au travail, elle m'a embrassée et m'a dit de passer une bonne journée. Sur le chemin du travail, je me suis rendu compte que j'avais oublié des papiers dont j'avais besoin pour une réunion à 15 heures. J'ai haussé les épaules et je me suis dit que je rentrerais à la maison pour le déjeuner, afin de les récupérer. Sarah m'avait envoyé des textos toute la journée, parlant de toutes les choses aléatoires dont parlent les couples. « Qu'est-ce que tu veux pour le dîner ? J'ai fait la lessive. Tu veux que je l'étende pour toi ? Blablabla. Bla bla. Je n'ai pas jugé nécessaire de lui envoyer un SMS pour lui dire que je rentrais à la maison pour le déjeuner, alors quand le moment est venu, j'ai quitté le travail et je suis rentrée chez moi. En arrivant à la maison, j'ai remarqué une voiture qui ressemblait à celle de mon père sur notre parking. Mais je n'ai rien pensé, et je suis entrée dans notre immeuble. Lorsque j'ai ouvert la porte, je me suis retrouvée devant une scène de film, où un homme rentre tôt à la maison et surprend sa femme en train de le tromper. Un cliché. Il y avait une traînée de vêtements, les siens et les siens, qui menaient à ma chambre, et le son de doux gémissements résonnait dans mon appartement. Je suis restée dans l'embrasure de la porte, en état de choc. Mon esprit était un mélange de colère, de tristesse et de dégoût. Mais si vous aviez été une mouche sur le mur, vous auriez vu ce qui ressemblait à une statue. Je ne pouvais pas bouger. Lorsque j'ai finalement repris mes esprits, sans savoir combien de temps s'était écoulé, j'ai sorti mon téléphone pour enregistrer. J'ai ramassé tous les vêtements qui étaient hauts par terre et je les ai jetés dans le couloir de l'immeuble. Puis, j'ai filmé la marche jusqu'à ma chambre. La porte était ouverte. Je me suis arrêtée sur le seuil. J'ai filmé pendant environ 1 minute, puis j'ai allumé la lumière. Ils ont tous deux sursauté à la lumière soudaine et m'ont regardé. À mon grand choc, c'était mon père qui était au lit avec elle. Après le choc initial, mon père a remarqué que j'enregistrais et a commencé à paniquer, cherchant quelque chose pour se couvrir et me disant d'arrêter d'enregistrer. Il a trouvé une serviette et l'a enroulée autour de lui, puis a commencé à se rapprocher de moi. Je lui ai dit que s'il ne voulait pas être blessé, il devait arrêter de s'approcher. Mais soit il s'en fichait, soit il ne m'a pas entendu. Il a essayé de prendre mon téléphone. Je l'ai frappé à la mâchoire. Sa tête a rebondi sur la porte et il s'est effondré sur le sol. Sarah a crié. J'ai pointé l'appareil photo sur Sarah et j'ai dit « Tu t'inquiètes pour ton compagnon de lit, mais tu n'as rien à dire à ton petit ami ?» Mon père s'est réveillé après environ 1 minute de repos, et je lui ai dit que j'étais juste venue chercher quelque chose pour le travail. J'ai dit « Si l'un de vous deux, Tierase, est encore là quand je reviendrai,
J'enverrai cette vidéo à tous ceux que vous connaissez. » J'ai terminé la vidéo. J'ai regardé mon père, qui se remettait encore, et je lui ai dit « Pour moi, tu es mort. Tu n'es plus, père. Mais tu devrais peut-être rentrer chez toi et parler à maman parce que je vais lui parler très bientôt. » Je suis resté assis dans la voiture pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'un de mes patrons au travail m'appelle pour me demander où j'étais. Je lui ai dit que je revenais juste à ce moment-là. Lorsque je suis arrivée à son bureau pour lui remettre les documents, j'ai dû avoir une mine déconfite, car elle a commencé à me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que ce n'était rien et que tout irait bien. Je la voyais me regarder de haut en bas, et elle a remarqué un peu de sang sur mon col. Elle s'est levée d'un bond, s'est approchée de moi et m'a dit « Tu saignes ». J'ai baissé les yeux et j'ai dit « C'est le sang de mon père ». Elle avait l'air confuse. Alors j'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la vidéo. Elle a tout regardé. Je lui avais présenté Sarah plusieurs fois, mais jamais mon père. Elle est restée silencieuse pendant un moment jusqu'à ce que je lui dise « Il est enfin clair que ma petite amie me trompait. Mais non seulement elle me trompait, mais elle le faisait avec mon père. » Elle m'a demandé si elle pouvait faire quelque chose, suggérant que je prenne un congé, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas retourner là-bas maintenant et que j'avais juste besoin d'une minute. Je lui ai dit que j'irais bien à la réunion et que j'avais une autre chemise dans mon bureau. La réunion s'est bien déroulée. J'ai fait comme si de rien n'était, devant tout le monde. Mon patron est venu me voir après la réunion et m'a demandé comment je pouvais faire, mais j'ai répondu que je ne savais pas et je suis allée dans mon bureau. Je suis ensuite rentrée chez moi et je me suis retrouvée seule pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain, j'ai essayé de contacter ma mère, mais aucun de mes appels n'a abouti. Je voulais savoir si elle accepterait de déjeuner avec moi pour que je puisse tout lui raconter. Après une douzaine de tentatives, j'ai décidé de prendre la voiture et de me rendre chez elle. Ma mère devait savoir ce qui s'était passé le plus tôt possible, même si le fait d'en reparler me ferait mal. Pendant le trajet, j'ai réfléchi à ce que je dirais et à la manière dont je le dirais, et j'ai commencé à paniquer. J'ai dû m'arrêter 2 fois pour vomir. Ce n'est pas tous les jours qu'il faut dire à sa mère que son mari couche avec sa petite amie. Je me suis garée dans l'allée et je me suis assise dans la voiture pendant un moment pour me calmer et rassembler mes idées. J'étais assise là, depuis quelques minutes, lorsque ma mère a ouvert la porte d'entrée. Je suis sortie de la voiture et elle a commencé à m'insulter en disant « Comment oses-tu venir chez moi après avoir frappé ton père, qui essayait de mettre fin à une bagarre entre toi et Sarah ?» Elle m'a traité de toutes sortes de noms et a dit que j'étais un agresseur. Elle m'a dit que je devais partir parce que Sarah n'était pas encore prête à me pardonner et que, si Sarah avait été intelligente, elle n'aurait jamais été avec moi. Apparemment, mon père avait amené Sarah chez mes parents et avait dit à ma mère que Sarah et moi nous étions disputés. Il a prétendu que lorsqu'il avait essayé de m'arrêter, je l'avais frappé. Cela a duré un certain temps, jusqu'à ce que j'explose et dise « Vraiment, maman ? Pourquoi ton mari ? » Est-il ma petite amie ? C'est pour cela que je l'ai frappé. Et si tu ne me crois pas, j'ai une vidéo que je t'enverrai. Mais puisque tu peux me parler comme ça, ne t'attends pas à me revoir. Je ne veux pas entendre tes excuses quand tu réaliseras enfin que tu es une mère de merde, tout comme mon père de merde. Son visage s'est effondré. Elle ressemblait à l'image que j'ai dû avoir lorsque je suis entrée dans mon appartement et que je les ai surpris. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai envoyé la vidéo. Ma mère a sorti son téléphone, ouvert la vidéo et regardé jusqu'au moment où j'ai allumé la lumière. Puis, elle a reposé son téléphone, m'a regardé, mais n'a rien dit. Je me suis retournée, j'ai pris ma voiture et je suis sortie de l'allée. Je me suis retournée vers elle avant de partir, et elle était en larmes. J'avais mal au cœur pour elle, mais trop de choses avaient été dites au cours de cette dispute pour que je puisse revenir en arrière et lui pardonner. En rentrant chez moi, j'ai commencé à débarrasser mon appartement de tout ce qui avait trait à Sarah ou à ma famille.
J'ai mis toutes les affaires de Sarah dans des cartons et je les ai placés près de la porte d'entrée. Légalement, c'était son lieu de résidence, donc techniquement, je ne pouvais pas la mettre dehors, même si son nom ne figurait pas sur le bail. De plus, elle est du genre à éviter les conflits. Et si elle revient, les conflits ne manqueront pas. J'ai mis tout ce qui concerne mes parents dans des cartons et j'ai tout mis dans un garde-meuble. Comme je l'ai dit dans mon premier message, nous étions une famille très proche, mais je n'ai jamais eu de problème à éliminer les personnes toxiques de ma vie. J'ai envoyé un SMS aux parents de Sarah pour leur dire que j'annulais les fiançailles parce qu'elles m'avaient trompée. Je les ai remerciés pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Notre relation était encore en construction, mais ils avaient été gentils et m'avaient soutenue. Alors cela n'a fait qu'ajouter de la douleur au mélange. J'ai terminé mon message en leur demandant s'ils pouvaient venir récupérer toutes ces affaires. Je n'ai pas encore reçu de réponse de leur part, mais j'espère qu'ils viendront bientôt pour que Sarah n'ait plus de raison de revenir ici. Mise à jour. Après mon dernier article, j'ai décidé de mettre en œuvre tout ce qui devait être fait. Passer des tests, trouver un thérapeute, déménager et, bien sûr, acheter un nouveau lit. J'ai commencé par appeler le cabinet de mon médecin pour lui dire que je devais passer des tests et lui demander de m'orienter vers un thérapeute. J'ai eu mon premier rendez-vous avec un thérapeute il y a 2 semaines. Et nous avons décidé de continuer à nous voir une fois par semaine. J'ai également passé le test la semaine dernière, mais je ne recevrai les résultats que dans une semaine environ. Alors croisons les doigts. J'ai contacté un ami agent immobilier qui m'a envoyé plusieurs annonces. J'ai opté pour une cabane rénovée à la périphérie de la ville. J'ai fini de déménager il y a 2 jours. Une fois le déménagement terminé, j'ai appelé les parents de Sarah. Quand ils ont répondu, je leur ai dit que j'avais déménagé, que Sarah n'avait toujours pas récupéré ses affaires et que le propriétaire commencerait à faire visiter l'appartement dans quelques jours. Je leur ai suggéré d'aller chercher ses affaires avant que le propriétaire ne les jette. Cela a dû les motiver, car le lendemain, mon ex-propriétaire m'a envoyé un message pour me remercier d'avoir vidé l'appartement. Personne ne sait où j'habite maintenant, sauf l'ami qui m'a aidé à trouver cet endroit. Et je sais que ni Sarah ni mes parents ne viendront me rendre visite. Le seul inconvénient de cet endroit était que j'ai échangé une marche de 10 minutes pour aller au travail contre un trajet de 45 minutes en voiture. Mon téléphone a été inondé de textes et d'appels de Sarah, de mes parents et de certains de mes amis, mais je n'ai envie de parler à personne, sauf à mon thérapeute. Au travail, j'évite tout le monde. Je fais mon travail et je pars. Les rares fois où je dois parler à quelqu'un, je fais un faux sourire et je prétends que tout va bien. Ma patronne a essayé de s'intéresser à moi, mais je ne lui dis rien. Je lui dis simplement que j'apprécie, mais que tout ira bien. La vérité, c'est que je ne sais pas si je vais m'en sortir. Je comprends que le temps guérit et tout ça, mais j'ai l'impression que cela ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'un seul problème, pas lorsque vous avez perdu ce que vous pensiez être les 3 personnes les plus proches de votre vie, d'un seul coup. Une grande partie de moi se sent morte, et il n'y a aucune chance de la faire revivre. Les rencontres avec mon thérapeute se passent bien, je suppose. Je n'ai jamais suivi de thérapie auparavant. Je n'ai donc aucun point de référence sur ce qu'est une bonne thérapie. Nous nous entendons bien et elle semble sincèrement désireuse de m'aider. La première séance a consisté à faire connaissance et à explorer ce qui m'amenait à elle. Rien de bien profond. Mais au cours de la 2e séance, nous sommes allés un peu plus loin. Elle m'a posé des questions sur ma relation avec mes parents. Je lui ai dit que, jusqu'à présent, elle avait été excellente. Nous parlions souvent et communiquions toujours bien lorsque quelque chose n'allait pas. J'ai grandi avec eux dans une grande maison, mais aujourd'hui, tout cela ne signifie plus rien. Elle m'a demandé pourquoi j'avais exclu ma mère de ma vie. Je lui ai dit que ma mère me disait des choses que je ne dirais même pas à quelqu'un que je méprise. Je lui ai expliqué qu'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. À la fin de notre dernière séance, je lui ai donné le lien vers ma page ici pour qu'elle puisse en savoir plus sur ce que je ressens et ce qui se passe dans ma tête. J'ai l'impression qu'il est plus facile d'écrire les choses que de les dire. Alors, si vous lisez ceci, bonjour Doc. Pour l'instant, je suis toujours malheureuse. Je pensais que j'irais bien,
pas nécessairement heureux, mais bien. Je sais que c'est en partie de ma faute si je ne communique pas avec mes amis, mais quand je pense à leur répondre, cela me semble tellement épuisant. Je sais qu'ils voudront me rencontrer ou venir à mon nouvel endroit, mais je n'ai tout simplement pas l'énergie nécessaire pour les côtoyer. En attendant, je travaillerai, j'irai à mes rendez-vous et je m'assiérai sur ma terrasse arrière en sirotant un whisky de mauvaise qualité et en essayant d'apprécier la vue magnifique.